Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. La ministre de la Femme et de la Famille, Mona Ousmane, a présidé la 15e session du comité de la famille. Et les États-Unis font échouer encore une fois par leur veto un projet de résolution onusienne appelant à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Voilà pour les titres. Merci à vous de nous rejoindre. Après avoir dirigé la 29e session du comité de l'enfance, la ministre de la Femme et de la Famille a également présidé ce même jour la deuxième réunion préparatoire de la 15e session du comité de la famille de la Ligue arabe. Cette rencontre tenue en visioconférence a réuni les représentants des États membres de la Ligue arabe et bien sûr ainsi que le proche collaborateur de la ministre. Les échanges ont porté sur les politiques régionales et les stratégies communes visant à renforcer la protection et la promotion de la famille. Dans l'espace arabe, la ministre Mona Ousmane a rappelé les avancées réalisées par la République de Djibouti. Et dans ce domaine, grâce à l'adoption de lois et de programmes en faveur de la cohésion familiale, de l'autonomisation des femmes et la protection des enfants, elle a souligné l'importance de la coopération régionale pour répondre aux défis sociaux et promouvoir des familles résilientes et épanouies. Et dans son intervention, la ministre a souligné l'importance de ce comité en tant que cadre privilégié de concertation et d'échange entre les États membres visant à promouvoir les politiques familiales adaptées aux réalités actuelles. Elle a mis en exergue les efforts constants notamment de la République en matière de protection et de promotion de la famille à travers l'adoption de lois et de politiques publiques qui visent à renforcer la cohésion familiale et à améliorer les conditions de vie des femmes, des enfants et des jeunes. La ministre a rappelé que Djibouti s'est doté d'une stratégie nationale de développement familial, laquelle constitue un instrument essentiel pour accompagner l'évolution de la société et répondre aux nouveaux défis sociaux et économiques. Djibouti, confirmant son ambition de devenir un hub logistique incontournable de la région, a accueilli une délégation de journalistes venus du Rwanda, de l'Ouganda et du Sud-Soudan, venus découvrir les infrastructures portuaires et industrielles qui transforment le pays en plateforme stratégique pour le commerce régional et international. Au carrefour entre la mer Rouge et l'océan Indien, Djibouti a déployé des infrastructures portuaires et industrielles de pointe capables d'accueillir les plus grands navires du monde et de répondre aux besoins logistiques, consolidant ainsi son rôle de carrefour stratégique. Cette visite largement couverte par la presse a mis en évidence l'importance géostratégique de Djibouti, désormais considéré comme un carrefour incontournable pour le commerce et le transport maritime mondial. La SGTD, la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, inaugurée en 2009, affiche une capacité de plus de 2 millions de TEU par an. Et cette visite a particulièrement mis en lumière l'initiative Sea Air Cargo, un programme multimodal en pleine expansion qui s'impose comme l'une des solutions logistiques les plus novatrices du continent. Ce dispositif combine intelligemment le transport maritime et aérien en tirant parti de la position géostratégique unique de Djibouti. Les différentes visites que nous avons effectuées dans plusieurs endroits, un pays qui se trouve dans une position que je dirais stratégique entre un point qui est un carrefour entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Donc c'est très intéressant de voir un pays qui non seulement ne vise pas son propre développement, mais qui pense également aux pays africains, aux pays voisins. Alors, de cela, je peux dire que ce que nous avons constaté, moi personnellement, c'est que ce que est en train de faire le Djibouti aujourd'hui avec tous ces projets de développement qu'il compte faire non seulement en Djibouti comme pays seul, mais en synergie, en collaboration, en coopération avec les autres pays africains. Et dans l'actualité également, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, à la tête d'une importante délégation, a pris part à la 69e session de la conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne, en Autriche, du 15 au 19 août
septembre de cette année, la délégation de Djibouti comprenait plusieurs hauts responsables du CERD, du ministère, ainsi que des représentants de ces autorités et de l'ambassade. À la séance d'ouverture de la conférence, le ministre Dr Nabil Mohamed Ahmed a prononcé un discours dans lequel il a rappelé l'attachement de notre pays au principe de traité de non-prolifération nucléaire ainsi que de la nécessité de favoriser le transfert des savoir-faire et des technologies civiles du nucléaire aux pays en voie de développement et en particulier en Afrique. Dans l'actualité également, Djibouti s'est réveillé aujourd'hui sous un ciel lourd traversé par des averses intenses qui ont rapidement bouleversé le quotidien des habitants. Dans plusieurs artères de la ville, les eaux de la pluie ont envahi les rues, ralentissant la circulation et compliquant l'accès au commerce. Les automobilistes contraints de manœuvrer avec prudence se sont retrouvés bloqués dans des artères transformées en mares improvisées. Et face à la situation, les services de la protection civile et les autorités locales se sont mobilisées. Des pompes d'évacuation ont été déployées et des équipes techniques s'activent à dégager les rigoles obstruées. Et pour les familles vivant dans les zones les plus vulnérables, ces pluies, pourtant porteuses d'espoir après de longs mois de sécheresse, ravivent aussi l'inquiétude des inondations. Entre bénédiction pour les nappes phréatiques et vulnérabilité urbaine, ces pluies rappellent l'urgence d'adapter la capitale aux caprices du climat. Un an après le lancement officiel des travaux d'élargissement à 2x2 voies de la route nationale 1 entre PK13 et Arta sur une distance totale de 21,8 km, une étape importante sera franchie ce dimanche 21 septembre. En effet, les 14 premiers kilomètres achevés sont ouverts à la circulation des automobilistes. Selon l'ADR, l'agence djiboutienne des routes, le trafic sera désormais basculé sur ce tronçon nouvellement réalisé dans le cadre du projet du corridor économique régional de Djibouti. Le projet PCERD a pour objectif d'améliorer la fluidité de la circulation, de renforcer la sécurité routière et le confort, tout en consolidant la résilience des infrastructures afin d'assurer la pérennité des investissements engagés. L'ADR appelle l'ensemble des conducteurs, notamment les poids lourds, à respecter strictement les règles de circulation et les limitations de vitesse afin de garantir la sécurité et la fluidité du trafic. Dans le dossier de cette édition, nous allons parler d'un véhicule pas comme les autres, un tricycle appelé Bajaj ou Tuk-Tuk pour les Djiboutiens qui circulent notamment dans la banlieue de Balbala. Regardez, c'est un document de la rédaction. Ces véhicules à 3 roues constituent un moyen de transport local, très prisé pour son accessibilité et sa rapidité, se faufilant entre les voitures dans les embouteillages. Or, les réseaux routiers qu'ils desservent quotidiennement sont conditionnés et partagés par l'État. Ils envahissent les rues de la commune de Balbala et mènent une lutte acharnée contre les minibus pour le contrôle du transport. Or, ces derniers, ayant été pendant plusieurs décennies un moyen de transport incontournable, semblent aujourd'hui disparaître face à ce Bajaj, triporteur 3 roues et quadriporteur 4 roues, dont le nombre ne cesse d'augmenter de jour en jour, qui s'avère un moyen de transport très pratique. Il est strictement interdit pour un Bajaj de se rendre à Djibouti-Ville et d'opérer dans les zones limitées de Balbala, de peur contre les grands véhicules des autoroutes. Seuls les bus et les minibus circulent et exercent dans toute la ville. Les principaux départs et terminaux des Bajaj définis par l'État comprennent la place Chermoussa, place Hayablé, PK12, PK13, place Holhol et le terminal de transfert de Fan City. Quant aux minibus, ils sont en voie d'extinction car leur importation a été prohibée et les peu restants qui circulent sont vieillissants et non entretenus. Les habitants de Balbala, sauf qu'ils sont contraints de détester être servis par ces véhicules en raison de leur confort rudimentaire et pour leurs conditions de sécurité déplorables. Les routes de Balbala conviennent aux Bajaj. L'infrastructure routière est exceptionnelle. Même en cas de pluie et d'inondation, les Bajaj répondent présents et rendent service à leur clientèle de Balbala. Un nombre élevé d'artères circulant à Balbala ou en revêtement de mauvais état et pourtant les 3 roues roulent zigzagant dangereusement entre les minibus et les trottoirs étroits non continus. À Balbala, beaucoup de quartiers nouvellement apparus ne sont pas desservis par les minibus, les considérant comme non rentables et sont les Bajaj qui assurent le transport de ces zones les plus reculées. Normalement, ces tricycles peuvent transporter jusqu'à 3 personnes, des corpulences normales, en plus du conducteur
Et pour monter à 4 ou à 5, les passagers se serrent bien volontiers entre eux. Le siège avant est destiné au conducteur et un banc disposé à l'arrière permettant d'accueillir les voyageurs. Parfois, un passager trouve de la place sur le siège du conducteur. Les versions plus modernes des badjages, appelés aussi tuk-tuk, ont jusqu'à 2 banquettes arrière et même une mallette arrière. Les côtés sont ouverts et le toit est bien refermé par un tissu ou par un toit incorporé à la carrosserie. Les voyageurs sont ainsi protégés de la chaleur, du soleil et de la pluie. Il faut souligner que conduire un badjage nécessite l'obtention d'un permis B de voiture classique. Or, le secteur du badjage est un domaine administré et suivi par le ministère de l'Intérieur. Le prix du transport des badjages est déterminé par une réglementation spécifique codifiée par l'État. C'est pourquoi un chauffeur de badjage ne se contente pas seulement d'attendre les clients et de les conduire d'un point à un autre. Il veut travailler de façon rentable. Il a tout intérêt à établir une stratégie de prise en charge. Il doit savoir se trouver au bon endroit, comme par exemple l'hôpital Cheikh Al-Rahma, près des collèges et des universités de Balbala. Un bon moment. Les chiffres relatifs aux revenus journaliers d'un chauffeur de badjage varient entre 2 000 et 5 000 francs, car plusieurs paramètres entrent en jeu, tels que l'état de 2 roues, les vacances, des enfants qui ne sont pas rentables pour eux, travail de nuit, jour ainsi, qu'est le pourboire. L'Inde produit chaque année plus de 800 000 badjages motorisés, dont plus du tiers est exporté en Afrique. Il est nettement moins cher qu'un taxi et permet à des milliers d'habitants de Balbala, de nos districts ruraux, d'aller travailler très loin sans faire des kilomètres à pied. Ces tricycles qui pullulent partout dans la banlieue de Balbala sont des engins qui apportent leur lot d'avantages et inconvénients en matière d'écologie et d'entretien. Les badjages offrent une expérience nouvelle et amusante dans les rues et l'embouteillage. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, dans le cadre de son projet de préservation et de sauvegarde de l'aire marine protégée de Ras Ali Sable Blanc, le conseil régional de Tadjoura a organisé le 17 septembre une rencontre entre un consultant international et les pêcheurs de la ville. L'objectif, expliquer et partager l'importance de protéger nos récifs coralliens face aux menaces humaines. Le projet prévoit la mise en place de mini-parcs marins balisés et protégés où la biodiversité pourra se régénérer. Les activités comme la plongée seront uniquement autorisées avec un éco-garde, tandis que la pêche, le jet ski, le kitesurf ou encore le mouillage y seront interdits. Ces mesures permettront de sauvegarder la beauté et la richesse des fonds marins de Tadjoura tout en valorisant les ressources locales dans une approche durable et inclusive. Les pêcheurs et la communauté locale sont au cœur de cette initiative car la protection de notre mer est une responsabilité collective. Actualité régionale à présent, les États-Unis et l'Union africaine ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur partenariat dans divers domaines dans le but de bâtir une Afrique stable et prospère. Cette déclaration a été faite lors d'un point de presse conjoint par le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, et le conseiller principal américain pour les affaires africaines, Massad Boulos, à l'issue de leur rencontre au siège de l'Union africaine. Mahmoud Ali Youssouf a qualifié la rencontre de fructueuse, notant qu'elle avait porté sur des questions de paix, de sécurité, d'investissement, de commerce et d'autres domaines. Le président de la Commission de l'Union africaine a souligné l'importance d'une coopération étroite avec les États-Unis afin de renforcer le commerce à travers l'accord de libre-échange continental africain. Il a également indiqué que les deux parties avaient discuté des moyens de renforcer les capacités du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies en insistant sur la nécessité de poursuivre la coordination entre l'administration Trump sur les questions d'intérêt commun. Dans le cadre des efforts visant à renforcer le statut du Soudan du Sud de la mission des Nations Unies dans le pays, MINUS a organisé un forum spécial à Malakal rassemblant des commissaires de comté de différentes régions afin de partager leurs expériences et d'explorer des solutions aux conflits tout en renforçant la coopération communautaire. Cette rencontre souligne le rôle central que jouent les dirigeants locaux dans la reconstruction de la confiance entre les communautés, la réconciliation nationale et l'établissement d'une paix durable. Malgré les défis, le retour d'un nombre croissant de personnes déplacées dans leur localité montre la détermination du peuple à rester sur ces terres et à reconstruire leur vie.
Le Conseil de coopération du Golfe adopte de nouvelles mesures de défense communes et réaffirme son soutien au Qatar après l'attaque israélienne. Réuni hier à Doha dans une session extraordinaire, le Conseil conjoint de défense du CCG a condamné avec la plus grande fermeté l'attaque israélienne contre le Qatar, la qualifiant d'une escalade dangereuse et de violation flagrante de la souveraineté d'un État membre ainsi que du droit international. Les ministres de la Défense ont souligné que la sécurité du Golfe est indivisible, affirmant que toute agression visant l'un des pays du Conseil équivaut à une attaque contre l'ensemble des États membres. Ils ont également exprimé leur soutien total au Qatar dans les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger sa souveraineté et sa sécurité. Ces décisions marquent une étape majeure vers le renforcement de la sécurité collective et visent à consolider le principe de défense commune face aux menaces croissantes dans la région. Et enfin, les États-Unis ont opposé hier soir leur droit de veto contre un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies appelant à un cessez-le-feu à Gaza. Le projet avait obtenu le soutien de 14 membres du Conseil, y compris les 10 pays élus pour un mandat de 2 ans, mais l'usage du veto par Washington a fait tomber l'initiative. Présenté par les 10 membres non permanents, le texte réclamait un arrêt immédiat et inconditionnel des hostilités à Gaza ainsi que la libération des personnes détenu. Il exprimait aussi son inquiétude face à l'aggravation des souffrances civiles, à la propagation de la famine et à l'intensification de l'offensive israélienne dans la ville de Gaza, tout en demandant à Israël de lever toutes les restrictions imposées à l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'enclave. Il s'agit de la 6e fois que les États-Unis recourent à leur veto au Conseil de sécurité pour bloquer des résolutions depuis le début de la guerre à Gaza, il y a près de 2 ans. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.